Eh ben, écoutez, je vous propose de commencer pour ce webinaire de rentrée et tout de suite, en fait, je donne la parole à Loïc Tournedouet qui anime tous nos webinaires et notre programmation de webinaires. Donc, Loïc, je te laisse introduire ce sujet qui fait partie d'un cycle autour de la sobriété numérique, mais tu vas nous en dire plus. Oui, merci Aurélia. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette rentrée avec la poursuite de notre cycle sur la sobriété numérique. On avait déjà fait 2 webinaires sur le sujet en fait en avril et en juin. On vous invite à regarder les replays si vous le souhaitez. On avait invité des EdTech mais aussi des chercheurs, des doctorants. Aujourd'hui, on continue sur cette même thématique en essayant de faire un focus plus précis sur ce que peuvent faire les formateurs ou l'impact pour les formateurs, les formatrices. Et donc on a invité 3 personnes aujourd'hui, que je laisserai se présenter peut-être plus en détail après. En fait, on a Karine qui est doctorante au Centre Info, elle se présentera en détail. On a Pierre qui est manager chez VeryUp, une EdTech, et une seconde EdTech, donc Philippe Lévesque de Ecofrugal. Et donc, je vais animer ce webinaire. Donc, surtout, je surveillerai le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, on pourra soit les poser en direct ou à nos intervenants, soit immédiatement, soit à la fin, si c'est un peu plus général et qu'on veut avoir 2 points de vue. On peut passer directement à la slide suivante, Maxence. Merci. Comme d'habitude, on a fait un petit sondage en amont sur LinkedIn pour voir un petit peu la température, enfin, quel est votre point de vue ou quel est votre état d'esprit. Donc, effectivement, l'empreinte carbone d'une formation... Est-ce qu'il faut faire du multimodal, du tout distanciel, du tout présentiel quelle est l'empreinte carbone la plus faible, la plus forte? Effectivement, la majeure partie d'entre vous pensaient qu'effectivement, il faut voir au cas par cas, il n'y a pas de règle d'or. Ça nous semble assez, assez judicieux. On verra ce que nos intervenants en pensent. Mais effectivement, ce qui m'a surpris, c'est de voir quand même le 32% de gens qui pensent qu'à distance, ça coûte moins cher ou ça a une empreinte carbone plus faible. Donc, je laisserai nos intervenants aussi commenter la chose. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont répondu à ce sondage. En fait, on vous invite à répondre à nos sondages en amont. C'est toujours intéressant de prendre un peu la température et ça permet de lancer le webinaire. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer à la plage suivante. Alors, donc, je vais prendre le contrôle. Karine se présenter. Coupez mon micro. Merci Loïc. Alors, je prends le contrôle. C'est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le FOD pour la co-construction à nouveau avec Centre Info de ce deuxième webinaire. Comme l'a dit Loïc, donc, je suis doctorante, je suis en CIFRE. Une CIFRE est une convention industrielle de formation par la recherche. Cela signifie que je mène ma thèse au sein de Centre Info et du laboratoire CREF de l'Université Paris-Nanterre. Le CREF est le centre de recherche en éducation et formation. Je suis également membre du LIF, le laboratoire d'idées sur les innovations en formation de Centre Info. Ce laboratoire est le trait d'union entre le monde de la recherche scientifique et les praticiens de terrain. Au LIF, nous abordons des sujets tels que l'IA, l'innovation en formation ou la transition écologique. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie l'impact de la transition écologique sur la formation professionnelle. Et la transition écologique, elle nécessite de changer de modèle de société, de changer de comportement, de faire évoluer les normes et les valeurs, et enfin d'agir vite. Dans ce contexte, la formation professionnelle, elle a un rôle majeur à jouer. Pour citer une anthropologue et une économiste, la formation professionnelle est un moteur impulsant une meilleure prise de conscience des problématiques environnementales et un appui de la transformation des compétences. Je vous propose donc de revenir sur le thème qui agite de plus en plus les professionnels de la formation, à savoir la sobriété numérique. Pourquoi? Parce que la transition écologique, elle amène à avoir un autre rapport au digital. Ainsi, la question de la sobriété numérique ne s'arrête pas au choix juste d'un outil. Elle questionne le métier de formateur et la place de l'apprenant. Dans le webinaire précédent, pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez le revoir, la chercheuse Anka Bobok, elle avait d'ailleurs proposé comme levier de changement de redonner du pouvoir d'agir aux formateurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 acteurs qui vont présenter des réponses différentes pour agir sur la sobriété numérique. Tout d'abord, VeryUp, qui propose un outil redonnant du pouvoir de décision aux formateurs avec sa boussole carbone. Et ensuite, Ecofrugal, une start-up du corner de l'innovation de Centre Info, qui propose de donner une place centrale aux apprenants. Merci de votre attention et donc je laisse la parole à Pierre qui va vous présenter la boussole carbone de VeryUp.
Merci beaucoup Karine et merci Philippe pour cette introduction et également merci au FOD pour cette invitation à participer à ce webinaire. C'est un grand plaisir que je suis ici avec vous aujourd'hui. Et donc c'est vrai que la question de la transition écologique, de la sobriété numérique dans la formation, c'est un sujet complexe qui amène un certain nombre de questions. Si on prend l'exemple du présentiel, pour calculer l'empreinte carbone d'une formation, il faut se demander combien de kilomètres les apprenants ont-ils fait pour venir sur site, et surtout quels moyens de transport ils ont utilisé pour se rendre sur le site de la formation. Et j'aimerais faire un petit sondage pour voir parmi les formateurs et les formatrices présents ici, qui d'entre vous pense avoir savoir répondre à cette question. Vous pouvez peut-être réagir en mettant un pouce, par exemple, si vous. Pas forcément évident de répondre à cette question. On ne va pas questionner toujours les apprenants, savoir comment ils sont venus, de combien de kilomètres ils ont roulé. Donc c'est une question clé pour savoir. Ah, je vois qu'il y a quand même quelques pouces, c'est bien. C'est pas toujours évident de pouvoir répondre à cette question. De même, on parle beaucoup d'éco-conception en formation. Et finalement, c'est un e-learning éco-conçu. Qu'est-ce que c'est? Combien de grammes de CO2 par minute de e-learning par apprenant ça peut représenter? Là encore, si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à réagir vers un push ou via le chat. Autre question, en tout cas compliquée. Et question, j'ai envie de dire presque, la question qui tue, pédagogiquement, est-ce qu'on peut faire la même chose en 7 heures de e-learning qu'en 7 heures de présentiel? Probablement pas. Mais voilà, ça c'est une autre question. Et on voit en fait le sujet de l'empreinte carbone dans la formation, a priori il paraît simple, mais en fait il est complexe et c'est comme une pelote de laine. Plus on tire la ficelle, et plus il y a des questions qui viennent, qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Et donc chez VeryUp, nous, notre métier, c'est de créer des parcours de formation en blended learning sur mesure. On s'est posé la question de manière égoïste pour nous, et on a souhaité, justement, on a cherché à y répondre, en tout cas en essayant de simplifier le sujet pour pouvoir se l'approprier. Et donc pourquoi une boussole carbone? En fait, c'est venu historiquement d'un séminaire qu'on a fait qui était dédié à la définition de notre raison d'être en 2022, où dans les questions qu'on s'est posées, c'était comment on peut créer des parcours de formation pour nos clients qui aient de l'impact écologique, l'impact carbone le plus faible possible, tout en maximisant l'impact pédagogique, bien entendu. Donc c'est une question difficile et on s'est dit comment on peut mesurer justement l'impact carbone d'un parcours de formation qui soit présentiel, distanciel, digital, mixte, pour essayer justement d'agir dessus et pouvoir le réduire. Donc on a cherché des outils, des études, des données. Finalement, il y avait assez peu de choses qui étaient vraiment probants et adaptés à la formation. Donc on a essayé de se lancer avec des partenaires, avec des clients, et on a construit un premier modèle, c'était un Excel à l'époque, qui deviendra par la suite la boussole, mais pour justement essayer d'estimer l'impact carbone d'une formation, en s'appuyant sur des données ADEME notamment et d'autres données que j'aurai le plaisir de détailler après. Et puis, on s'est dit, en le confrontant justement, en le partageant avec des clients, avec nos partenaires, avec d'autres acteurs de la formation, on s'est dit, ne nous arrêtons pas là. Nous, c'est vrai que chez VeryUp, on a à cœur de pouvoir contribuer à faire bouger les lignes de la formation. Et c'est un sujet qui nous, justement, de la transition écologique qui nous tient à cœur. On s'est dit, on va transformer cet Excel en une web app qu'on va mettre à disposition gratuitement des acteurs de la formation.
Et donc, en mars de cette année, on a sorti une première version qu'on a travaillé avec une agence en UX design et en développement web, pour que ce soit un outil qui soit le plus ergonomique possible et pouvoir bénéficier justement à tous les acteurs de la formation. Et comme vous le verrez, c'est aussi l'outil se veut évolutif et collaboratif. L'objectif, c'est que justement qu'on puisse avancer collectivement avec cet outil et avec d'autres, parce qu'il y a plein d'autres initiatives très intéressantes dans le domaine, pour mieux mesurer l'impact carbone et pouvoir le réduire. Peut-être pour vous faire juste une petite démo justement de l'outil en 1 minute, avant qu'on rentre sur un cas d'usage. Hop. Ah, ça s'affiche pas en plein écran, j'ai l'impression. L'idée initiale de l'outil, c'était vraiment de pouvoir l'utiliser comme un comparateur, pour se dire, voilà, si j'ai 2 parcours de formation qui sont, voilà, d'un point de vue pédagogique équivalents, est-ce qu'il y en a un des deux qui a un impact carbone moindre? Et de plus en plus, on pense l'utiliser justement pas uniquement comme un comparateur, mais comme un estimateur pour aussi pouvoir prendre conscience de l'impact carbone d'une formation, d'un parcours de formation concret. Avant de vous faire une démo de l'outil, juste revenir sur quelques parties pris qu'on a eu lorsqu'on l'a créé, puisqu'on a dû faire des choix. Pas toujours facile, mais c'était nécessaire. Tout d'abord, en termes d'objectifs, on l'a conçu comme un outil d'aide à la décision. La boussole a été pensée comme à utiliser en phase de conception, pour justement pouvoir éclairer les choix pédagogiques et estimer l'empreinte carbone d'un parcours, ou arbitrer entre plusieurs parcours ou scénarios équivalents d'un point de vue pédagogique. On y reviendra, mais c'est une notion importante. Il s'agit de comparer ce qui est comparable. Deuxièmement, en termes de périmètre, on a voulu faire un outil simple d'accès et dans un premier temps avec un périmètre limité, pour pouvoir l'enrichir et le faire évoluer par la suite. Donc c'est pour ça qu'on a restreint l'impact carbone à 5 modalités, présentiel, classe virtuelle, e-learning, évaluation digitale et vidéo, et en raisonnant à partir d'hypothèses et de moyennes pour simplifier. On s'est dit que c'était plus pertinent de commencer avec un outil simple qu'on pouvait complexifier que l'inverse. Et troisièmement, en termes de données, on s'est appuyé sur des données issues de sources institutionnelles comme l'ADEME ou des études INSEE, notamment pour le présentiel, et également sur des datas qu'on avait pu avoir nous au sein de VeryUp ou TeachUp dans notre société sœur qui est un outil auteur plateforme LXP. Nos clients et les partenaires qui ont souhaité pouvoir partager leur data. Voilà pour la présentation de l'outil. Maintenant, je vous propose d'y rentrer concrètement en prenant un cas d'usage, on va dire assez simple. On va comparer 2 parcours, un parcours 100% présentiel et un parcours en blended learning. Hop. Et donc la boussole carbone, je mettrai le lien, mais elle est accessible sur le site internet. On a également, comme vous pouvez le voir, en fait, expliciter toutes les hypothèses sur lesquelles repose le modèle. L'objectif, c'était d'avoir quelque chose de complètement transparent et opposable pour justement pouvoir le critiquer, le challenger et l'améliorer. Donc voilà, toutes les hypothèses qu'on a prises sont accessibles. Et donc l'outil concrètement, on démarre, on va renseigner en fait un certain nombre de champs sur parcours. Je vais comparer le parcours numéro 1. Mettons que j'ai 1500 apprenants et donc ils vont faire
2 jours de formation en présentiel, plutôt, on va dire, dans une grande ville centre. Voilà, donc en centre d'une grande ville. On pourra revenir sur ce que ça avait comme définition. Et donc, je passe au parcours 2. Je peux copier, justement, coller les informations du parcours 1. Et là, parcours blended. Donc, je passe sur 1 jour de présentiel, 3 heures de classe virtuelle, 45 minutes de e-learning et 15 minutes d'évaluation digitale. Et pas de vidéo. Et donc, je vais comparer les deux. Et donc, la boussole m'indique que le parcours numéro 2, le parcours blended, est moins impactant en termes carbone. Voilà, il permet d'économiser environ 300 kg de CO2 pour 1500 apprenants. Et donc, après, on a le détail, justement, de chaque modalité. On voit le poids du présentiel. Et puis, le poids aussi des modalités distancielles et digitales pour le parcours blended. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que le présentiel est nécessairement plus impactant que un parcours mixte ou même un parcours 100% digital ou distanciel. Si on compare 2 jours de présentiel à Paris Centre et qu'on compare par rapport à notre parcours blended, et bien dans ce cas-là, on se rend compte que c'est le parcours 1, 100% présentiel, qui a moins d'impact d'un point de vue carbone que le parcours blended. En fait, pour comprendre, dans notre modèle, et encore une fois, c'est un parti pris, sur le présentiel, on va s'intéresser principalement au transport. Parce que c'est le transport, même si l'alimentation aussi a peut avoir un impact fort, le transport sur site de formation, ça va être le gros de l'impact carbone. Statistiquement, on sait que, voilà, d'après des données INSEE, si on a une formation dans Paris Centre pour des trajets domicile-travail, en moyenne, 1 personne sur 10 va prendre sa voiture pour se rendre à son travail et faire moins de 5 km. Et à contrario, si on est dans des communes de moins de 50 000 habitants, c'est 9 personnes sur 10 qui vont prendre leur voiture et qui vont rouler 20 km chacune en moyenne. Donc forcément, si on a une formation dans un centre urbain très bien desservi par les transports en commun ou dans lequel la mobilité douce est encouragée, on va avoir plus tendance à utiliser ces types de transports moins carbonés que privilégier la voiture ou le train ou même encore l'avion des fois dans certains cas. Ce qui, en l'occurrence, peut expliquer justement l'écart. Et donc, ce qui m'amène à... Hop, je vais passer... à nos grandes convictions qu'on souhaitait partager avec vous, c'est que l'impact pédagogique doit être notre première boussole. Autrement dit, il vaut mieux privilégier une formation qui représente 2 tonnes de CO2 et qui atteigne l'ensemble des objectifs pédagogiques visés, qu'une formation représentant 1 tonne de CO2 qui n'atteignent pas les objectifs qu'on s'était fixés et qui ne contribuent pas au développement des compétences. C'est peut-être 1 tonne de moins, mais ça reste 1 tonne de trop. Ou 1 tonne de perdu, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on est convaincu que chaque modalité doit avoir sa place en fonction justement de ses forces, en fonction des contraintes, voilà, tout en intégrant cette dimension justement d'empreinte carbone. Et l'enjeu, plus qu'une modalité qui serait meilleure qu'une autre d'un point de vue carbone, puisqu'on voit que c'est, et comme vous l'avez d'ailleurs, c'est au cas par cas, vous l'avez d'ailleurs très bien, pour celles et ceux d'entre vous qui ont pu répondre au sondage, je crois que c'était plus de 62% qui disaient il faut regarder au cas par cas, et il n'y a pas je dirais de bonne ou de mauvaise modalité d'un point de vue carbone. L'enjeu majeur, c'est surtout d'adopter des pratiques plus durables. Voilà, quand on est sur de la formation présentielle, de penser à l'accès au site de formation, comment les apprenants vont pouvoir se rendre sur le site. Est-ce qu'il y a une offre de transport en commun qui est suffisante? Est-ce qu'on peut inviter les collaborateurs, les apprenants à faire du covoiturage, à utiliser la mobilité douce? De même, si j'ai des repas, voilà, je vais plutôt privilégier des repas végétariens ou végétaliens et éviter des plateaux repas, voilà, avec des choses jetables. Pareil sur du e-learning, je vais faire attention au nombre et au poids des médias. Donc si j'ai des images, voilà, éviter d'avoir des images de plus d'1 méga
chacune. Pareil, si j'ai de la vidéo, j'ai pas besoin de 1080 en termes de résolution, du 720 voire du 480, ça fonctionne très bien. Et je vais essayer d'utiliser justement des moteurs qui me permettent d'optimiser la compression. Voilà, tout un tas de pratiques qui permettent de rendre justement une action de formation plus durable avec un impact CO2 moindre. Donc voilà, donc vous pouvez scanner le QR code pour accéder à la boussole carbone sur la gauche. Voilà, c'est un lien qui est ouvert voilà, sans inscription. Et donc il va évoluer dans les prochains mois. L'objectif c'est de... Aujourd'hui on n'a pas encore de fonctionnalité d'export des résultats, mais c'est quelque chose qu'on aimerait développer et d'autres choses également. Et puis voilà, si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter trimestrielle, je vous ai également laissé notre QR code. Voilà. Merci, et je vais maintenant passer la parole à Philippe. Merci Pierre. Peut-être juste une ou deux questions. Ouais, si ça vous embête pas. Merci d'abord. Si tu peux mettre du coup le lien aussi dans la conversation. Ouais, plus... je vais le déposer. Il y a Jean qui demande, en fait, effectivement, est-ce qu'on peut comparer, quand tu parlais de e-learning au tout début, un parcours, juste un module, un ou deux modules, ou carrément un parcours complet en multimodal? C'est une bonne question, mais c'est e-learning. La question c'était par rapport au poids Non, c'était au tout début quand tu présentais en fait l'introduction en fait. Tu disais, ah oui, c'est du e-learning traditionnel avec que ce soit un e-learning ou un parcours en e-learning, c'était la même chose, puisque c'est vraiment en fait la durée qui va compter. Forcément, si on a un parcours, si on a un e-learning de 20 minutes par rapport à un parcours en e-learning de 3 heures, on va avoir pas le même impact, mais on va pas viser non plus les mêmes objectifs pédagogiques. Parfait, merci. Du coup, passons à la suite. J'avais une petite question peut-être avant de laisser la parole à Philippe. Je me permets. Pierre, c'était par rapport aux indicateurs de la boussole carbone. Donc, vous parliez effectivement d'une comparaison présentielle blended et en disant, ce qui est quand même très important de regarder, c'est le transport qui est vraiment un des indicateurs prioritaires à prendre en compte. Ça, on l'entend bien. Quels sont les autres indicateurs? Donc, vous parliez des repas, mais j'imagine aussi que quand on fait cette comparaison, on parle aussi du bâti, donc de l'immobilier, le fait qu'il y a de l'immobilisation et des salles. Et puis aussi quelque chose, parce qu'on parle d'éco-conception, mais est-ce que c'est l'éco-conception qui est importante ou les serveurs et le fait de, quand on suit une formation sur mobile, typiquement, ça va être beaucoup plus, l'empreinte carbone sera beaucoup plus forte que sur un ordinateur classique. Donc, je voulais savoir quels étaient exactement les indicateurs, à part celui du transport dont vous nous avez parlé, qui sont intégrés à la boussole. Aujourd'hui, sur la boussole et le présentiel, on n'intègre que le transport. C'était un choix valable de faire dans un premier temps. Les autres indicateurs, il y a effectivement l'alimentation. Effectivement, entre un repas végétalien et un repas avec de la viande rouge, on a un facteur x20 à peu près. Donc forcément, si on a une formation avec du bœuf bourguignon, pour le citer, on va avoir un impact plus important. Après, ce qui est intéressant de se poser aussi comme question sur l'alimentation, c'est il faut comparer ce qui est comparable. Si je compare du présentiel où j'intègre le repas à, par exemple, un jour de classe virtuelle où je n'intègre pas les repas parce que j'estime que c'est chaque apprenant, on ne va pas tout à fait comparer la même chose. Donc il y a cette dimension aussi de voir ce qu'on compare. Mais donc c'est transport, alimentation, et effectivement sur le bâtiment, le chauffage. Typiquement, si on est sur des salles de formation avec des chaudières, qui sont chauffées au fioul ou au gaz, on va émettre beaucoup plus de CO2. Par rapport à l'électricité. Sont les principaux impacts sur le présentiel, et sur le digital. Le gros de l'impact, c'est sur effectivement, vous l'avez évoqué, mais c'est sur l'utilisation des devices.
ordinateur, appareil, smartphone, tablette. C'est les 3/4 de l'impact. Et après, on va avoir les réseaux télécoms et les data centers. Alors, c'est des proportions qui peuvent varier en fonction du type de formation e-learning qu'on va faire. Si voilà, est-ce qu'on va plus ou moins solliciter les serveurs sur les réseaux télécoms? Est-ce qu'on est connecté en Wi-Fi? Est-ce qu'on est connecté en XG? Ça va avoir aussi un impact. Les devices, vous l'avez dit, mais c'est vrai que sur smartphone, voilà, sur une formation, alors e-learning et à qui plus est en classe virtuelle, je vais consommer énormément de batterie et donc de durée de vie de mon appareil. Et puis par rapport au data center aussi, on a aussi l'IA de plus en plus qui, alors dans la conception mais aussi dans l'expérience apprenant, qui se développe et qui peut amener justement à une consommation très importante. Voilà, que ce soit côté data center ou réseau télécom. Merci, Pierre. Donc, c'était une petite parenthèse, mais c'était effectivement de l'intérêt de voir que de la complexité de ce sujet-là, quand on calcule, on essaie de calculer une empreinte carbone, c'est qu'on ne peut pas se restreindre effectivement à la formation en tant que telle, mais il y a toute cette partie un peu complètement cachée qui sont ce que vous disiez sur les devices, sur les data centers, sur les réseaux télécoms et qu'on doit prendre, et sur effectivement aussi le coût et l'impact de tout ce qui est matériel, smartphone, ordinateur, qui doit être pris en compte. Voilà, bon, petite parenthèse, Philippe, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Lévesque, je suis le fondateur d'Ecofrugal. Donc, Ecofrugal, c'est une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et notre mission, qui définit les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est une entreprise au service un peu de l'intérêt général, puisque notre but, c'est d'accélérer la diffusion et l'adoption de solutions écologiques. Alors, bien sûr, dans ce cadre, on va parler de sobriété et je vais vous parler de sobriété numérique, mais je vais vous parler un peu de notre histoire, parce qu'au-delà de nos outils que je vais vous présenter, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est aussi la philosophie, notre approche que vous pouvez reprendre ensuite, vous, dans votre quotidien. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, parfait. Donc, nous, on favorise, voilà, je vous donne le scoop dès le départ. Nous, on est concentré sur l'apprentissage entre pairs, je vais revenir dessus. Et le but, c'est d'accélérer la transition écologique à la fois dans la sphère pro et perso. Donc, de ce point de vue-là, nous aussi, on est hybride, on est blended. Je reviendrai dessus également. Alors, je vais vous parler un peu de notre histoire, puisque moi, en fait, cette entreprise, je l'ai créée il y a une dizaine d'années, mais avant ça, je travaillais dans une banque d'investissement et j'étais passionné par la transition écologique. Et la question que je me posais, c'est comment embarquer. Voilà, c'est vraiment une question aujourd'hui essentielle. Comment embarquer ses amis, ses collègues, ses voisins sur le chemin de la transition écologique. Et j'ai essayé, j'ai tenté ma chance. Tout simplement, j'ai essayé via le café. Alors, pourquoi le café? Parce que tout le monde, alors c'est un peu une mentalité individualiste, le monde du trading, des salles de marché, mais tout le monde avait sa petite machine, Nespresso, voilà, donc énormément de consommables, énormément d'électricité. Et j'ai commencé à faire du café filtre, voilà, que j'amenais dans un thermos. Et vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas réussi. Et là, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, si on veut embarquer, en fait, ses amis, ses collègues sur le chemin de la transition écologique, il faut des solutions attractives. Donc, le café n'était pas aussi bon que le café en capsule. Donc, ça n'a pas marché. Et à partir de là, j'ai eu tout un cheminement. Je me suis dit, il faut travailler sur le désir, sur l'envie. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture d'un livre qui s'appelle Le Guide éco-frugal. Et ce livre, en fait, j'ai recensé 400 pages de solutions que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, que ce soit chez vous ou au travail, dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine technologique, dans lequel on parle de sobriété numérique, mais également la mobilité, l'habitat, l'alimentation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dès le départ, en fait, la posture, c'est d'avoir une approche bénéfice.
Donc, dans notre formation, qui est une auto-formation, auto-apprenant, en fait, on met l'accent sur les bénéfices. Pourquoi? Parce que ce dont je me suis aperçu en écrivant ce livre, c'est qu'en réduisant votre impact écologique, vous faites énormément d'économies, contrairement aux idées reçues. Vous gagnez en qualité de vie, vous gagnez en santé, vous gagnez en bien-être et vous gagnez en vivant ensemble. Parce que la transition écologique, c'est fondamentalement une dynamique collective. On est actuellement un peu pris dans une logique consumériste, individualiste. En plus, on pense que l'IA va nous sortir de ça. C'est tout le contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écologie, en plus, elle répond à un besoin social, c'est de recréer du lien social. Et pourquoi une logique collective? Parce qu'il y a des tas de choses, en fait, qu'on ne peut pas faire tout seul. Mais à partir du moment où on a des collègues, des amis, des voisins, on peut réduire son impact. Je reviendrai dessus. Et donc, ce livre, de ce livre, en fait, j'ai commencé à faire des rencontres éco-frugales, voilà, une sorte de vente à domicile du livre. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le résultat d'un processus itératif. Je faisais des rencontres éco-frugales à domicile, ça marchait très très bien, parce que l'idée, c'était que les gens parlent de leurs solutions positives. Et dès lors que les gens parlent de ce qu'ils font et de manière positive, en fait, ils sont assez enjoués, ils vont détailler, présenter. Et l'autre chose, c'est que dans ce cadre-là, vous avez la force de l'émulation et l'intelligence collective. Tout simplement, si vous parlez de, je sais pas, par exemple, le fait que vous avez réparé votre smartphone vous-même avec un tuto sur Internet, eh bien, votre voisin ou votre collègue va vous dire, ah ben, quel site tu as utilisé? Ça pourrait être, par exemple, iFixit. Combien ça t'a coûté? Est-ce que c'était facile? Et là, on touche à quelque chose d'essentiel dans l'apprentissage entre pairs, c'est qu'en fait, les conseils sont désintéressés. Si vous avez un collègue qui vous dit qu'il a réparé son portable avec iFixit, il n'est pas là pour vous vendre une solution. Donc, il va vous donner en fait un conseil qui est désintéressé, un conseil qui est sur mesure parce que nous, les humains, on s'adapte automatiquement à notre interlocuteur, homme, femme, l'âge, donc des conseils qui sont vraiment cadrés. Et puis, l'autre chose, tout ça, c'est dans une ambiance vraiment conviviale, parce que quand on parle de solutions positives, on est plutôt du côté de la solution que du problème, et donc c'est une ambiance enjouée. Et donc, à partir de là, ces rencontres éco-frugales, je les ai déclinées sous la forme d'ateliers, de manière à ce que ce soit réplicable. Ces premières rencontres éco-frugales, je vais les animer, mais je me suis aperçu qu'elles pouvaient se faire sans moi. Et donc, des rencontres éco-frugales, on est passé à mon atelier éco-frugal. Et donc, j'ai créé en fait des parcours d'animation, d'auto-formation, qui permettent à chacun de se lancer sur une thématique. Donc là, vous voyez en fait aujourd'hui nos principales thématiques. Historiquement, je vais vous les lire parce que elles peuvent vous intéresser. Tout ce qu'on fait est en source ouverte, donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser vous-même pour organiser ces moments de partage de bonnes pratiques. Très rapidement, vous voyez la colonne de gauche, on a commencé avec le zéro déchet, ensuite l'alimentation, ensuite copro voisinage, mobilité, on a également une version zéro déchet pour les collégiens, et puis également d'autres thématiques comme la sobriété énergétique, sobriété hydrique, qu'on appelle économisons l'eau, la biodiversité, et enfin la sobriété numérique dont je vais vous parler maintenant. Ce que je voudrais vous dire, en fait, dans l'approche qu'on adopte, c'est que aujourd'hui, comme je vous ai dit, on pense que l'IA va résoudre tous les problèmes. La transition écologique, c'est d'abord de l'humain. Je tiens vraiment à le signaler. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple frappant. Quand Amazon a été un des premiers à utiliser l'algorithme puissant de recommandation de livres, en fait, si Amazon vous fait une recommandation de livre, c'est plutôt impactant. Ils connaissent vos goûts de lecture, voilà, donc ils vont faire une recommandation qui est plutôt bien ciblée. Si votre collègue de travail vous fait une recommandation de livre de chevet, en vous disant « ce livre-là, je l'ai lu, il est excellent, je te le recommande », c'est encore plus impactant. Et vous voyez, en fait, l'idée d'Écofrugal, c'est vraiment de remettre l'humain au centre et de capitaliser sur l'intelligence et l'émulation collective pour ce que j'appelle franchir le mur de verre. Alors, on ne parle pas de plafond de verre là, le mur de verre, et ça, vous le connaissez très bien. Dès lors qu'on parle de transition écologique ou de sobriété numérique, pour être plus spécifique dans son entourage, on a toujours les mêmes objections. Alors, vous pouvez, je vais vous en donner quelques-unes. N'hésitez pas à dire dans le chat les objections que vous entendez de votre côté. Mais je vais vous en citer quelques-unes. Vous pouvez en citer d'autres dans le chat. La première objection, c'est « ça ne sert à rien. C'est trop tard. » Voilà. Et bien, comment vous contournez cette objection? Si c'est un bénéfice pour vous, peu importe que ce soit trop tard, c'est un bénéfice économique ou en termes de vivre ensemble. La deuxième objection, c'est que ça coûte plus cher. Ce que je montre dans le livre et ce qu'on montre aussi dans les ateliers, c'est que la plupart des solutions, en fait, sont économes.
Troisième objection, c'est compliqué. En fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Et souvent, justement, avec l'intelligence collective, on s'aperçoit qu'ensemble, on peut faire énormément de choses. Donc, vous voyez, il y a toutes ces objections, et ces objections, on peut les contrecarrer. Et donc, ce mur de verre, eh bien, en fait, on le fait tomber. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ce sont des moments de partage, de convivialité, qui vont permettre aux gens d'adopter plus facilement ces nouvelles pratiques. Et donc, je vais vous parler un peu plus. Alors, juste la philosophie des ateliers, j'en ai parlé, mais je vais quand même vous rappeler les points importants parce que je pense que cette philosophie, vous pouvez la reprendre dans des tas de formations. C'est être orienté bénéfice, parce que si vous expliquez à vos collaborateurs que c'est uniquement pour l'intérêt de l'entreprise, faire des économies, ils vont se dire moi, j'ai rien à en tirer. Donc, vous n'allez pas forcément les embarquer. Donc, il faut qu'ils en tirent aussi un bénéfice pour eux-mêmes. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on est participatif par nature. Vous allez voir, dans les ateliers, on trouve les solutions qu'on y apporte. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous mettez 10 personnes ensemble. Et je vous promets que si vous posez les bonnes questions, il y a énormément de solutions qui vont émerger. L'autre chose, c'est qu'on est inclusif. Alors, on est inclusif dans le sens où ces sessions, en fait, elles peuvent intéresser tout le monde. Pourquoi? Parce que même si l'écologie ne vous intéresse pas, vous allez passer un moment de convivialité, de team building avec vos collègues que n'importe qui peut organiser, parce que c'est l'apprentissage entre pairs et parce que, en fait, vous n'avez pas besoin d'être formé pour animer un atelier. Et puis, dernière chose, on est transverse, puisqu'on transverse hybride, c'est aussi bien faire pro que perso. Je vais rentrer dans le détail du format, mais à ce stade, je voudrais vous dire une chose, c'est que par rapport aujourd'hui à un modèle de format qui est très populaire, c'est les fresques. Alors, c'est tentant de faire le parallèle entre l'atelier éco-frugal et les fresques, sauf qu'il y a vraiment une différence fondamentale, c'est quand vous faites une fresque, c'est 3 heures. Un atelier éco-frugal, c'est 1 heure que vous pouvez répéter dans le temps, donc c'est vous qui passez le curseur temps, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous n'avez absolument pas besoin d'être formé, d'être expert du sujet pour faire l'atelier sobriété numérique. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, en fait, vous allez télécharger sur notre site ce kit d'animation, voilà, que vous avez que vous aurez en main. Et ce kit d'animation va vous poser sur le numérique 22 pistes d'action. On a fait 2 parties. Première partie, c'est sur les équipements. Pourquoi les équipements? Pierre abondera en bon sens, c'est que l'équipement, aujourd'hui, la fabrication, ça représente le principal impact du numérique, les 3 quarts. Si on prend en compte les gaz à effet de serre, donc les émissions carbone, l'atteinte à la biodiversité et l'épuisement des ressources. Donc, première partie de l'atelier, en fait, vous allez réfléchir avec vos collègues, autour d'une dizaine de personnes, sur ce que vous pouvez faire pour agir sur le matériel. Deuxième partie, ça sera sur les usages. Donc concrètement, vous allez avoir le kit d'animation devant vous, vous allez avoir un script et vous allez poser des questions au groupe. Ces questions, bien sûr, vous aussi, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Donc vous voyez, par exemple, là, c'est la partie 1, colonne de gauche qui s'affiche. Première piste d'action, alors qui va sembler vraiment très basique, c'est je prends soin de mon matériel. Ça peut faire même scolaire. Et pourquoi on commence par ça? Par le commencement. Figurez-vous aujourd'hui qu'il y a énormément de renouvellement prématuré de matériel, tout simplement parce qu'on a brisé l'écran de son téléphone portable, il y a une fissure. Il marche encore, ouais, mais ça va psychologiquement nous conforter dans l'envie de le renouveler. Donc, prendre soin de son matériel, écran brisé. Autre exemple, par exemple, vous êtes à votre travail, vous avez votre café, vous renversez l'eau sur le clavier, donc comment on peut éviter cela? Comment on peut, par exemple, je parlais des écrans, comment on peut filmer l'écran de son téléphone portable, mettre une coque de protection. Et donc, tour à tour, le groupe va dire, moi, ce que j'ai mis en place, voilà, c'est une coque de protection, moi, j'ai filmé mon portable. Et l'idée aussi, c'est pas seulement d'adopter les pratiques de ses voisins, de ses participants, c'est aussi de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire dans l'entreprise ou dans l'organisation auquel vous appartenez, l'administration, la collectivité. Donc, pour rester sur la piste d'action, je prends soin de mon matériel, vous pouvez parfaitement dire, on va proposer, on va contacter la direction pour dire, par exemple, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire venir un professionnel dans l'entreprise qui va filmer gratuitement nos téléphones portables, que ce soit des téléphones pro ou perso d'ailleurs.
Et cette approche, vous voyez qu'elle est hybride parce que par nature, le numérique est hybride parce que nos appareils aujourd'hui, on s'en sert aussi bien dans la partie pro que perso, permet aussi à l'employeur de montrer qu'il apporte une contribution, pas seulement à la réduction de l'impact environnemental de l'entreprise, mais aussi à la réduction de l'impact environnemental personnel de ses collaborateurs. Donc, je ne vais pas m'étendre, je vous ai montré une piste d'action, mais le principe à chaque fois, pour toutes les pistes d'action, c'est la même chose. Chaque piste d'action, vous commencez par un petit quiz pour donner les ordres de grandeur. Voilà, pour quelques chiffres bons à savoir. Par exemple, je parlais des écrans brisés. Aujourd'hui, 88% des téléphones sont renouvelés pour cette raison-là. Voilà. Deuxième chose, c'est que vous faites, vous, la première piste d'action, mais vous pouvez parfaitement ensuite donner le kit d'animation à votre voisin et votre voisin va faire la deuxième piste. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, en réalité, votre rôle, vous, c'est en amont de se dire on se réunit la semaine prochaine entre midi et 2h pour faire l'atelier éco-frugal numérique, mais c'est là votre rôle. Le rôle d'animation est tellement simple qu'en fait, c'est distribué en fait, parmi les participants. Alors, on a deux formats. Pierre pourra nous conseiller là-dessus. On a un format présentiel et un format distanciel. Alors, si vous m'avez bien écouté, vous avez compris que j'ai une préférence. Moi, j'ai une préférence pour le présentiel parce que sur la conduite du changement, comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus puissant que l'humain. Et en fait, dans le présentiel, il y a de l'émotion. Et puis surtout, s'il y a du présentiel, ça veut dire une chose, c'est que vous êtes sur le même site. Si vous êtes sur le même site, vous pouvez parfaitement décider, autre exemple de piste d'action collective, de faire une collecte de matériel numérique usagé. Et ça, c'est possible parce que vous appartenez au même site. Si vous êtes à distance, vous n'aurez pas la même possibilité de décider de prendre, d'engager des actions collectives. Donc, le présentiel, voilà, pour ces raisons. Ça ne veut pas dire que le distanciel n'a pas son importance, et je vais vous en parler après. Donc, le présentiel, nous, pour ces ateliers auto-apprenants, on vous recommande 1 heure. Ça peut être sur le temps pro comme sur le temps perso, parce que nous, on a dans notre communauté aujourd'hui, on a des tas de personnes qui font ces ateliers de leur propre initiative. Donc, ils font ça entre midi et 2h pendant le déjeuner. On a également des entreprises comme Orange qui permettent à leurs collaborateurs de faire ces ateliers sur leur temps de travail. Le format, c'est entre 8 et 12 personnes. Si vous êtes trop nombreux, l'apprentissage entre pairs, il ne marche plus. Il y a des sous-groupes. Hein, je pense que je ne vous apprends rien. Et sur le lieu, idéalement, c'est d'avoir une salle où vous pouvez tranquille, pouvoir échanger, discuter, voilà, entre vous. Comment ça se passe concrètement si vous voulez faire cet atelier? Vous allez sur le site, donc c'est entièrement gratuit. Alors là, j'insiste là-dessus, dès lors qu'on dit que c'est gratuit, la question du modèle économique se pose. Et donc là, je vais être très transparent. Tout d'abord, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc c'est notre mission. Et après, on a des partenaires publics et privés, comme l'ADEME, comme Orange, comme Vadelia, qui financent en fait le développement de la plateforme, qui permet en fait de télécharger les kits, et également l'utilisation de la plateforme. À côté de ça aussi, on a une offre pour les entreprises qui veulent et les collectivités qui veulent qu'on crée et anime une communauté de salariés engagés. Mais voilà, je vous explique notre modèle économique. En distanciel. Alors, l'avantage du distanciel, ça dépend, des fois, c'est moins d'impact, hein, ça dépend des situations. Mais l'avantage du distanciel pour nous, c'est quoi? C'est le nombre, tout simplement. C'est que vous touchez plus de personnes. Alors, vous pouvez toucher 100 personnes. Pourquoi? Parce que l'essentiel, les quiz, on peut les faire automatiser. Vous pouvez cadrer la prise de parole. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un peu moins impactant parce que il y a moins d'émotions et il y a moins de possibilités de faire les choses ensemble. Le site vous permet de créer tous ces événements. Donc, vous passez par le site et ensuite, vous envoyez les invitations. Si c'est un événement en visio, vous pouvez utiliser n'importe quel système de visio que vous voulez, que ce soit Teams ou Zoom. Vous allez mettre le lien, en passant par notre site, votre lien visio, et vous allez ensuite le partager avec vos collègues. Et puis, alors, ouais, bien sûr, autre chose par rapport à l'impact du numérique, les caméras, la vidéo, hein, on en parle, nous, bien sûr, dans notre déroulé sur les usages. Allumez la caméra seulement quand vous prenez la parole. Mais quand vous prenez la parole, c'est important, même quand vous êtes à distance, que les gens puissent mettre un visage sur une voix, sur une action. Là aussi, ça participe à la création de l'engagement. Aujourd'hui, on a un peu plus de 9000 participants partout en France qui ont fait ces ateliers. Voilà, la plateforme, c'est monatelier-ecofrugal.fr. N'hésitez pas à y aller. Pour vous inscrire, c'est très simple.
vous n'avez pas besoin, vous pouvez utiliser une adresse email pro, un courriel pro ou perso. C'est gratuit. Et si demain, vous voulez créer une communauté engagée dans votre entreprise, nous, c'est avec votre mail pro qu'on pourra en fait créer, délimiter votre communauté pro. Donc, si jamais un jour, vous allez sur la plateforme et que vous voulez un jour créer votre communauté pro, je vous encourage à utiliser dès le départ un email pro, sans qu'il y ait pour autant une contractualisation avec EcoFrugal, puisque nous, notre offre commerciale, on l'a fait aux RH ou RSE qui veulent booster leur communauté. Également, quelqu'un dans le chat a parlé de la fresque du numérique. Alors, on est complètement complémentaire de la fresque du numérique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la fresque du numérique, en fait, c'est un peu comme la fresque du climat, même format. Et là, on va beaucoup travailler sur les ordres de grandeur, sur la compréhension, les causalités. Ce qui est intéressant pour l'atelier EcoFrugal, donc sur la sobriété numérique, c'est qu'il est complètement complémentaire. Vous faites une fresque du numérique, généralement, il va vous rester peut-être une demi-heure pour parler des actions concrètes à mettre en place. L'atelier EcoFrugal, lui, est vraiment dédié sur le partage d'actions concrètes. Donc, c'est complètement complémentaire post-fresque, mais aussi en amont. C'est-à-dire que si vous pouvez sonder l'intérêt de vos collaborateurs sur ces sujets, vous faites l'atelier sobriété numérique EcoFrugal et vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt. Et ben, ils peuvent aller plus loin, faire la fresque du numérique pour mieux comprendre en fait, comment dirais-je, les ordres de grandeur et mieux comprendre les enjeux sur le sujet. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre vos questions dans le temps qui nous reste. Merci Philippe. Je vais poser la première question, vu qu'il n'y en a pas trop pour l'instant. Déjà, si tu veux partager l'URL dans le chat, ce sera super, comme l'a fait Pierre. Peut-être une première question. Effectivement, merci pour l'éclairage sur la complémentarité avec la fresque du numérique. On voit bien qu'effectivement, la fresque, c'est plutôt les enjeux, les objectifs, etc. Et que les ateliers que vous déployez, vous, c'est vraiment pour passer à l'action, mettre en pratique, trouver des solutions, etc. Donc, prenons l'hypothèse, aujourd'hui, il y a plein d'OF, peut-être autour de la table, qui ont déjà des modules RSE, qui sont utilisés avec leurs stagiaires ou avec leurs apprenants, leurs élèves. Donc, mettons qu'un formateur va s'emparer de cet outil. Sous l'angle de ce que tu présentais à la page 20 tout à l'heure, en fait, sur les usages, en fait, comment il peut aborder, effectivement, par exemple, des questions comme ce que tu mettais, moins utiliser de données, faire une détox numérique, utiliser de l'open source. Comment un formateur peut utiliser ces leviers en fait pour finalement interagir et puis peut-être susciter des envies, des enjeux, des idées chez ses apprenants en fait. Alors, je pense que ces formateurs typiquement, alors je ne connais pas forcément l'objet de la formation, mais ça me fait penser à la fresque du numérique quand même qui a un rôle de formation. Et ça me renvoie à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire je pense que c'est vraiment un bon outil pour le formateur en amont ou en aval. Après nous, bien sûr, je vous ai parlé un peu d'autres philosophies, là que j'ai décrite, participatif, orienté solution, bénéfice. Donc ça, le formateur peut le reprendre dans son contenu, s'en inspirer. Sur le contenu, le déroulé en lui-même, ça peut être intéressant pour le formateur, pour préparer en fait sa formation, de dire, faites l'atelier EcoFrugal, sobriété numérique, comme ça, en fait, le jour de sa formation, les gens sont déjà peut-être plus renseignés sur le sujet, auront déjà plus d'idées de choses à faire. Donc, ça va stimuler sa formation. Je pense que ça va impacter positivement sa formation. Et après, ça peut être aussi, comme j'ai dit, en aval, c'est-à-dire les formations, généralement, on n'a pas beaucoup de temps. Et pour vraiment ancrer, en fait, le savoir, les bonnes pratiques, là, l'outil est totalement complémentaire. Donc, en fait, je pense que ça peut être proposé par un formateur directement post-formation, dans la foulée. Il peut finir sa formation là-dessus. Et quand il va analyser en fait le bilan de sa formation, je pense que ça va permettre d'avoir un meilleur retour parce que ça va aider les participants à ancrer ces bonnes pratiques et à créer une dynamique qui va perdurer au-delà de la formation. Parce que nous, en réalité, ce qu'on essaye de faire, le temps d'une heure, enfin ce que nos participants font, c'est semer des graines, parce que l'idée, c'est de se retrouver pour faire des choses ensemble, de faire un Repair Café, de faire une collecte de matériel numérique, aussi bien pro que perso, par exemple en faveur d'Emmaüs, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment d'ancrer dans la durée. Donc, c'est là où, pour répondre à ta question, Loïc, je pense que ça participe à l'ancrage et à la réussite de la formation dans la durée. Donc, si je résume la réponse, en fait, c'est qu'en fait, finalement, il y a 3 moments importants, comme on dit souvent, en fait, pour utiliser cet outil. En fait, soit en amont, enfin, un peu de la classe inversée, donner un outil pour ouvrir les esprits en amont de la séance.
Ensuite, pendant la séance, pour vraiment optimiser le présentiel, au moment où les gens vont se réunir et partager, échanger. Et puis après, pour effectivement revoir, réviser, approfondir, ancrer. Merci. Alors, je voulais juste intervenir, merci Loïc, pour dire que ce qu'a dit Philippe, c'est très intéressant parce qu'en fait, une des critiques justement de la plupart des formations, c'est qu'elles sensibilisent, mais après, le passage à l'action, il n'est pas là en fait. C'est très difficile pour les personnes pour passer vraiment à l'action. Et c'est une critique qu'ont fait 2 chercheurs, justement. Alors que là, Philippe, ce qu'il propose avec Ecofrugal, c'est justement le passage ensuite à l'action. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Merci Karine. Moi, j'avais une petite question. Oui, regarde. Alors, c'était très pratico-pratique. Est-ce que avec Ecofrugal, on peut être en contact avec, par exemple, la communauté et demander un peu, effectivement, d'avoir des échanges aussi de bonnes pratiques. Typiquement, j'ai un ordinateur qui fonctionne mal ou je vois bien que j'ai un petit souci, je veux aller le faire réparer. Est-ce que on peut avoir des échanges de ce type-là pour avoir, par rapport à son lieu de vie et où on habite, des informations sur les lieux qui permettraient de faire des réparations notamment, puisque pour éviter de jeter et de conserver le plus longtemps possible son matériel. Alors, merci Aurélia pour cette question. Alors, c'est l'occasion pour moi je vais vous partager à nouveau mon écran parce que, voilà, en fait, je n'ai pas insisté dessus, mais quand vous inscrivez sur Ecofrugal, est-ce que vous voyez l'écran là ou pas? Pas encore. Ok. En fait, vous accédez à une communauté en ligne, bien sûr. Et l'idée, en fait, c'est que cette communauté en ligne, vous voyez, partout France entière, vous pouvez en fait cliquer, voir les gens qui sont près de chez vous, les contacter. Alors, bien sûr, je vous rassure, au niveau RGPD, on ne voit pas votre adresse mail, on ne voit pas votre numéro de téléphone, vous êtes juste localisé par code postal. Et en fait, les gens, quand ils s'inscrivent sur le site, ils vont mettre un petit verbatim. Ça permet de savoir qui sont les gens, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a déjà animé des fresques numériques et spécialisé sur tel ou tel sujet. Et donc, pour répondre à votre question, Aurélia, le but ensuite, c'est que les gens se contactent aussi via la plateforme. Tout simplement, ils vont voir que des gens, par exemple, je vais prendre à Sens, près de chez eux, ont déjà fait des ateliers, donc ils peuvent cliquer sur le profil. Là, ils vont par exemple voir le profil de Delphine, ils vont pouvoir les ateliers qu'elle a déjà animés. Et autre chose, par rapport à cette partie vraiment pratico-pratique, vous pouvez ensuite proposer vos propres événements sur la plateforme. Donc, par exemple, ce n'est pas seulement nos ateliers sur étagère thématique, mais vous pouvez lancer une thématique, mais vous pouvez aussi demander vous à participer. Le principe, c'est que tous nos événements sont en ligne, et soit ils sont ouverts au public, aux membres de la plateforme, dans ce cas-là, vous pouvez vous y inscrire, soit vous les gardez à titre privé. Mais on privilégie vraiment cette logique d'hybride, enfin de partage, de diffusion d'informations horizontale, pour que les gens en fait cultivent en fait cette logique de partage et d'entraide. Ça veut dire qu'au-delà des outils, il y a une plateforme, une communauté et un échange avec des pairs, pas juste les pairs de ceux qui ont fait une session avec moi, mais de toutes les sessions. C'est extrêmement intéressant, effectivement. C'est ça. En fait, les pairs, ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Généralement, ce sont des gens qui veulent vraiment faire bouger les lignes de la transition écologique, qui se disent comment je peux agir au travail ou dans mon entreprise ou dans ma sphère personnelle. Peut-être une autre question, là. Tu as parlé tout à l'heure de 9000 personnes qui ont utilisé ces outils-là. Est-ce qu'on a un peu une idée des profils types, la typologie de... Ouais, alors, c'est même spectaculaire. Aujourd'hui, on a une majorité de femmes qui utilisent en fait nos outils, 80%. CSP+, c'est souvent des cadres. Alors, CSP+, ça peut s'expliquer aussi par le fait que même si l'outil est vraiment facile à prendre en main, ça favorise peut-être les gens aussi qui ont fait des études supérieures. Et les femmes, alors c'est en train de, petit à petit, ça change, mais tout simplement, nous, ce qu'on voit, c'est que les femmes ont une capacité à la collaboration, à la prise d'initiative sur le terrain, facilitée par rapport aux hommes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des études de genre, mais en tout cas, c'est vraiment spectaculaire. Ouais. Et ensuite, sur le profil, énormément de salariés. En fait, on a une majorité. Alors, vous pouvez faire l'atelier dans votre association, mais même avec vos voisins. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la majorité des ateliers, en fait, ont lieu entre collègues, entre midi et 2 heures. Donc, ce sont des femmes, CSP+, si je dois faire le persona, qui veulent faire bouger les lignes. Et donc, en fait, en faisant cet atelier, même si leur employeur est un peu
un peu inactives sur ce sujet, elles peuvent parfaitement le faire entre midi et 2 heures pour essayer d'infuser en fait dans leur entreprise, dans leur administration. Alors, excusez-moi, mon chat ne marche pas, donc si éventuellement peut-être Karine ou Loïc, vous pouvez mettre le nom du site. Bon, après, vous tapez Ecofrugal, vous retrouvez tout de suite en ligne. Hein. Mais je suis désolé, je n'ai pas pu mettre le nom du site dans le chat. Donc, c'est monatelier-ecofrugal.fr. Et juste une chose, on a des partenaires publics et privés. J'insiste sur une chose, un de nos partenaires, c'est Orange, mais ce n'est absolument pas un public rédactionnel. Pourquoi on a eu Orange comme partenaire? Parce qu'on a un salarié d'Orange qui a fait un de nos tout premiers ateliers, c'était sur le zéro déchet. Ils ont adoré la démarche et ils ont décidé de nous aider. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait avec eux l'atelier sobriété numérique. Mais ce n'est pas un public rédactionnel. Ça a été écrit en toute indépendance par Ecofrugal, je tiens à le souligner. Merci. Il reste 3 minutes, donc je vous propose tous les trois là, de nous dire un petit mot de la fin avant que je fasse quelques annonces là, pour la suite. Si vous voulez, je vais commencer. Déjà, moi, le mot de la fin, ce sera vraiment d'encourager tout le monde à essayer cette boussole carbone et aussi d'aller explorer les ateliers écofrugal. Parce que le but, c'est vraiment, à chacun à son niveau, d'essayer d'avancer. L'inaction, ça ne sert à rien, donc essayons d'avancer. Et là, il y a 2 propositions très intéressantes qu'on vous a présentées aujourd'hui. Et donc, essayez-les. Et n'hésitez pas ensuite à faire un retour aussi. C'est important, justement, cette co-construction tous ensemble. On en a besoin. Pierre? Oui, merci beaucoup Karine, merci Loïc. Effectivement, moi je vous invitais à tester et à propos de la boussole, c'est vraiment un outil comme tu l'évoquais Karine, hein, qui a une dimension collaborative et évolutive. Donc on est preneur justement de retours, de critiques hein, sur ce qui pourrait être amélioré pour pouvoir faire évoluer l'outil et proposer justement de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Merci. Je te passe la main, Philippe. Merci. Alors, peut-être, moi, je vous invite à partager l'information avec vos collègues. Ça va être la Semaine européenne du développement durable. Alors, en réalité, ce n'est pas une semaine, c'est plusieurs semaines, du 18 septembre au 8 octobre. Là, vous avez un outil de team building clé en main gratuit que vos collaborateurs peuvent s'approprier. C'est encore mieux si vous le testez parce que c'est jamais plus facile d'en parler que si on l'a testé au préalable. Voilà. Et je voudrais finir sur le numérique à nouveau. On fait beaucoup de télétravail. On voit quand même que le lien social est en train de s'abîmer et venir au travail pour partager ensemble en présentiel sur les sujets positifs, ça participe à cultiver le collectif, l'estime de soi, le vivre ensemble. Et donc, il y a plein de bonnes raisons de s'engager sur la sobriété numérique, autre que la réduction directe de son impact. Donc, je vous encourage à vous lancer. Voilà. Merci à vous trois. Donc, je retiens remettre l'humain au centre et puis favoriser l'intelligence collective plutôt que l'intelligence artificielle. Exactement. Peut-être une petite info là. Donc, on va se retrouver dans 5 semaines, précisément le jeudi 10 octobre, pour le prochain webinaire. On propose sur la sortie du nouveau guide LMS qui en est à sa 9e édition, si je ne me trompe pas, avec une grande nouveauté cette année, puisqu'en fait, il y a une enquête qui a été faite au préalable en amont auprès de 500 personnes et qui nous a amené à refondre un peu tout le questionnaire éditeur solutions privées open source et dans lequel on va intégrer en fait les nouvelles technologies mais aussi les questions de l'IA. Et puis dernière chose, pour ceux qui nous suivent bien sur internet, vous avez dû voir passer que en fait lors de la dernière AG en juin, le FOD a décidé de changer de nom. Donc le FOD va devenir Enoa, vous l'avez peut-être déjà vu sur internet en fait, bientôt là, mi-septembre, avec une refonte de la marque et de l'identité. Il y aura bien entendu un nouveau site web, etc., un nouveau logo, etc. Donc on vous invite à continuer à suivre l'ensemble de nos médias pour être au courant de tout ça, de toute cette actualité. Voilà, on vous dit bonne journée, à bientôt. Et merci pour votre participation.